Et donc s'il y a des personnes aujourd'hui qui ont, comme vous, des cancers de la prostate, ou ce que vous avez eu à la prostate. Non, moi je leur dis carrément d'aller jeûner. Oui, et vous êtes convaincu sans hésiter, mais le grand problème, c'est qu'il n'y a pas des maisons de jeûne comme au Québec, ici, en France. Et c'est très difficile. D'accord. Par contre, le jeûne soigne et élimine, et je me permets de dire, tous les cancers. D'accord, ok. Quels qu'ils soient, pas forcément de la prostate. Ok, d'accord, ok. Très bien. En réalité, ce que je pense au plus profond de moi, c'est que la chimiothérapie pourrait être, on n'en a pas besoin finalement lorsqu'on va jeûner. Ok. Dans un corps humain, il y a le cerveau, et lui, il a été programmé pour faire du travail, un travail inouï. Je m'appelle Guy Lacoste, je suis conseiller hygiéniste depuis 3 ans maintenant. J'ai fait ces études-là à la suite d'un jeûne que j'ai effectué au Québec. Je suis parti au Québec me soigner par le jeûne. Il y a 6 ans, j'ignorais totalement que cette technique-là existait. Et puis j'ai appris au cours de mes relations au Québec, où j'allais depuis quelques années passer mes vacances, j'ai connu des gens qui m'ont expliqué l'hygiénisme. J'ai découvert comme ça l'hygiénisme. Et je me suis posé des questions, mais j'ai dit comment ça se fait qu'on ne nous a jamais parlé de ça en France, alors que c'est si efficace. Puis ça a commencé à travailler dans ma tête. J'ai dit, mais c'est quand même dommage, parce que j'étais au Québec, dans une maison de jeunes. J'étais avec un biologiste qui a passé toute sa vie à soigner des gens par le jeûne, et il en a vu passer 3600. Des gens très malades qui sont arrivés à s'en sortir complètement, parce qu'avec le jeûne, ça permet d'aller à la cause du mal, et lorsque la cause est touchée, qu'il n'y a plus la cause, forcément il n'y a plus d'effet, et la maladie ne revient pas, ne revient jamais. Voilà, vous avez devant vous un individu qui était un grand malade, parce que j'ai été malade pendant 40 ans. J'ai 61 ans, depuis 5 ans je me sens très bien, et j'espère encore mieux me sentir bientôt, parce que l'expérience du jeûne, j'ai l'intention de la mener jusqu'au bout. Jusqu'ici, ça m'a parfaitement réussi, parce que ça m'a sauvé la vie, tout simplement. Si j'avais suivi l'itinéraire normal, comme des milliers et des milliers de personnes, eh je serais mort à l'heure actuelle. Ça, c'est clair et net. À la même époque, j'avais un copain qui était un ami, qui avait le même mal que moi. Un cancer au col de la vessie, à la prostate. Il est mort. Moi, je suis vivant. On n'a pas suivi la même direction. Tout ce que je vais vous dire ce soir, évidemment, je vais m'en rapporter à mon cas personnel. Mais en réalité, je ne suis pas seul, parce que je vais me faire un peu l'interprète de milliers de personnes qui sont passées par où je suis passé. Et qui ont eu la chance, je dis bien, de connaître le jeûne. Les informations, on ne les a pas toujours à notre disposition, ce qui fait qu'on n'a pas toujours le choix, malheureusement. Et lorsqu'on a le choix de plusieurs moyens, eh bien on se dirige là où on veut, après réflexion bien sûr, pas n'importe comment, il faut être motivé, et puis surtout avoir compris certaines choses. Je pense que la compréhension c'est capital. On ne fait pas tout et n'importe comment. Et lorsqu'on a les vraies informations, avec des preuves à l'appui, qu'on s'est penché sur la question, à ce moment-là, on est motivé parce qu'on a compris, et puis on se lance. Moi, je me suis lancé. J'ai été en excellente santé jusqu'au service militaire. C'était formidable. C'était l'époque merveilleuse.
Je suis parti au service militaire, j'ai fait tout mon service militaire en Afrique du Nord. J'ai été rappelé en 1955, et c'est là que ça a commencé, parce que j'étais dans le sud marocain, et j'ai attrapé la dysenterie amibienne, comme malheureusement beaucoup de gens. Lorsque j'ai été, alors ça a commencé, l'hôpital de Marrakech, les diarrhées, la fatigue, etc. Hôpital de Marrakech pendant quelques jours avec des collègues, parce que j'étais pas tout seul. Parce que quand on est militaire, on sort, on allait dans les oueds, on allait dans les médinas, enfin tout ce que vous voudrez, dans des petits coins arabes. Et puis on mangeait n'importe quoi, on buvait n'importe quoi, n'importe quelle source, etc. On pêchait donc par ignorance. Quoique on n'était pas si averti que ça. Alors on a attrapé ce mal-là. Bien, alors on a été soigné sur place, là-bas ils ont l'habitude. On avait pris à l'époque du Bémarsal, on fait tout un tas de médicaments dont je ne me rappelle plus. Ça remet d'aplomb presque immédiatement, mais malheureusement ça revient. Médicaments, la qualité que ça remet d'aplomb immédiatement, parce que les symptômes disparaissent. Ça permet quand même d'avancer dans la vie qui est pas simple, pour le dire. Bien. Alors lorsque je suis revenu en France, le service militaire était terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les malaises ont commencé, les maux de ventre, les diarrhées, etc. J'ai été voir le médecin, opération de l'appendicite, c'est classique. Bon, bien. Puis ça n'allait pas mieux. Puis je commençais à dépérir, à perdre du poids, les traits tirés, anxieux, angoissé, peur de tout. Pas de force, je tremblais sur mes jambes, je flageolais, etc. Bon. Alors médicaments pour remonter, antidépresseurs, etc. Qu'est-ce que j'ai pu avaler, c'était inimaginable. Bien. À la suite de quoi, il y a eu des dépressions réactionnelles nerveuses. Et puis au bout de 2 ans, il y a un vieux médecin qui m'a dit, mais vous avez fait les colonies, vous n'avez jamais eu les amibes? Ah, j'ai dit, si, je pense que si. Vous voyez, comme je péchais par ignorance. On me l'avait dit. Il ne m'avait pas dit que c'était des amibes, mais c'était un autre nom. Vous savez, les termes médicaux, moi, j'y connais rien. Bref, mais c'est les amibes. Alors, examen de sel. J'avais quand même patiné pendant 2 ans. Et j'en avais vu des médecins. Mais ce vieux médecin-là, il a cherché à comprendre pourquoi ça n'allait pas mieux depuis 2 ans. Alors ça a été le pot rose, alors évidemment c'était des hémorragies intestinales, les amibes il y en avait, alors j'avais des lamblias, il y avait tout un tas de choses, oui, il y avait des ascaris entre autres, mais c'est pas grave. Donc les intestins étaient pris, le foie était pris, avec tout ce que ça implique, parce que les intestins, le foie, bon tout ça c'est très lié au système nerveux, on ne peut rien séparé du corps parce que c'est un ensemble. Quand on a quelque chose quelque part, il y a des interférences sur tout le corps. Donc le système nerveux, ça a été le premier attaqué. Alors là, je ne vous dis pas, le moral à zéro, dépression nerveuse, quoi. Bien. Alors le psychiatre, les spécialistes, le ceci, le cela, vous savez comment ça se passe. Alors les radios, les examens. Bref, ça a duré quand même pendant 35 ans. J'avais pas mal de volonté parce que finalement j'étais à la SNCF à l'époque où j'étais professeur d'informatique. Je ne sais pas d'où m'est venue la volonté, mais j'ai quand même fait une carrière acceptable. Parce que chacun a sa fierté, sa dignité, on veut arriver, on veut pas être en arrière. Mais c'est très dur, très très dur d'avancer en contre-courant. Des fois vous avez envie de prendre le fusil et puis de vous flinguer, puis d'en finir, parce qu'il arrive un moment où on se dit mais à quoi ça sert de vivre dedans, s'il faut souffrir comme ça. Parce que la vie, dans mon esprit, c'était pas synonyme de maladie, ni de misère, ni de souffrance. C'est quelque chose qui n'allait pas là. Bien. Et puis ce qui me désolait aussi, c'est que je voyais les médecins, je voyais les spécialistes. Bon, ils font ce qu'ils peuvent, eux. Ils ne sont pas des dieux, malheureusement. Mais ça n'allait pas mieux. La conclusion est simple, c'est que les médicaments ne soignent pas. Parce que si les médicaments étaient efficaces et soignés, eh bien on ne serait pas malade des années et des années. Alors j'ai posé pas mal de questions, puis il y a des gens qui vont t'expliquer, des gens qui s'intéressaient aux médecines douces, commençant par des homéopathes, des acupuncteurs, j'ai connu tout ça, j'ai passé un peu partout. Alors ça allait mieux, mais temporairement, parce qu'en définitive, personne n'allait à la cause.
la cause véritable. Et la cause véritable de toutes les maladies, c'est la toxémie. La toxémie, c'est toutes les toxines qui nous viennent de l'intérieur, qui nous viennent de l'extérieur beaucoup, par la nutrition. Le sang véhicule donc des toxines, et lorsqu'on a le sang impur, parce que le sang irrigue 100 000 km de vaisseaux capillaires, ça, on n'en a pas conscience, 100 000 km de vaisseaux capillaires, et c'est le sang qui alimente toutes les cellules dont nous sommes composés. Et nous avons 104 trillions de cellules, ça fait 100 millions de milliards, 10 puissance 17 cellules, ces tout petits êtres-là qui vivent, qui respirent, qui mangent, qui digèrent, qui choisissent leur nourriture dans le milieu aqueux dans lequel les cellules évoluent. Alors par perméabilité par perméabilité sélective, il y a des choix. La petite cellule, si elle est en bon état, elle va prendre ce qu'il lui faut et rejeter immédiatement les déchets. Alors, vous avez finalement 104 trillions de petites cellules, des petits êtres vivants, dont finalement nous sommes responsables. Moi, j'ai pris conscience de toutes ces choses-là au Québec, parce qu'à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose en jeûnant, on va en parler, je posais des questions, parce que je suis très, très, très curieux. Chaque fois, j'ai eu une réponse intelligente, parce que j'ai pu la vérifier moi-même. Alors, quand on a pris conscience qu'on est fabriqué avec 104 trillions de cellules irriguées par 100 000 km de vaisseaux sanguins, j'imagine, moi, tous ces petits êtres-là qui sont irrigués par du sang pur, nourriture pure, etc. Formidable, ça. Alors, en fait, quand le terrain est sans toxines, le terrain est fort. Vous pouvez amener tous les microbes que vous voulez, tous les virus. Si le terrain est fort, vous êtes invulnérable. Or, cette science de l'hygiénisme qui est sujet tabou en France, qui est sujet tabou malheureusement, parle des symptômes, oui, et jamais de la cause. Et la cause, c'est la toxémie. Et l'hygiénisme se situe au niveau de la fortification du terrain. Avoir un terrain fort, c'est-à-dire s'occuper de l'état de santé au sens propre du terme, à ce moment-là, le terrain est fort et vous êtes invulnérable. Vous pouvez parler de microbes, de virus et tout ce que vous voudrez. Ça, c'est vraiment secondaire. Lorsqu'il y a une épidémie de grippe, par exemple, tout le monde n'attrape pas la grippe. Ceux qui ne l'attrapent pas, c'est qu'ils ont un terrain plus fort que d'autres. Bien, ça c'est vrai pour toutes les maladies. La cause unique, on apprend en hygiénisme, de toutes les maladies, c'est la toxémie. Et la toxémie, si on va en amont, on peut même aller plus loin, la cause de la toxémie, ce sont les modes de vie qui ne respectent pas les lois physiologiques et naturelles. Quand on respecte les lois physiologiques et naturelles comme elles sont indiquées dans l'hygiénisme, eh bien je vous assure que c'est le respect de la personne humaine à fond. Bon, alors c'est bien joli tout ça, mais je ne savais pas me nourrir. Je me nourrissais comme un véritable abruti, excusez-moi l'expression, je péchais par ignorance parce qu'il y a des choses qu'on ne m'avait pas apprises, que j'ai appris par la suite, et puis que je me suis dit, mais ce sont des choses élémentaires qu'on devrait nous apprendre quand on est à l'école, quand on est haut comme ça. Non, oh non, non, pas du tout, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ce qui arrive à s'en sortir, c'est qu'il y a des circonstances qui font qu'ils connaissent les informations, ils ont glané par-ci par-là, puis un beau jour, ils tombent sur un initié qui leur explique les choses correctement. Et comme je ne savais pas me nourrir, je mangeais de la viande à midi, je mangeais de la viande le soir, comme mes parents faisaient. De la viande, elle est plus ou moins bonne, hein. La charcuterie, etc. Bien, alors il faut voir un peu les coliques néphrétiques que j'ai eues, je ne vous dis pas. Alors là, je ne vous souhaite pas de passer par où je suis passé, parce que c'est à se jeter la tête contre les murs, les coliques néphrétiques. C'est quelque chose d'affreux. Il n'y a que les piqûres de morphine qui me calmaient quand j'étais à 4 pattes à la clinique. Quand il n'y avait pas 2 infirmières qui me tenaient. Parce que c'est insoutenable la douleur. Alors il arrive un moment où la douleur est si forte que vous déconnectez. Vous trouvez mal. Qu'est-ce qu'on est bien quand on se trouve mal, vous ne pouvez pas vous imaginer.
C'est quand on revient à soi que c'est moins drôle. Mais quand on sent partir, on est bien, c'est inimaginable. Alors, les coliques néphrétiques, j'ai eu des séances ça se passait toujours à la clinique, c'était affreux. Alors, les piqûres, etc. On a beau critiquer les médecins et leur manière de faire, mais il n'est pas moins vrai qu'ils sont là et ça soulage énormément, comprenez. À un moment donné, j'ai souffert tellement qu'on m'a fait une petite piqûre anesthésique. J'étais tranquille. Je me suis réveillé le lendemain. Qu'est-ce que vous avez dormi, monsieur Lacoste? Non, je n'avais pas souffert pendant ce temps. Là. Bon, alors les coliques néphrétiques, etc. Alors ça m'a dérangé évidemment les reins. Avec mes dépressions nerveuses, il y en a un qui était tout recroquevillé. Un rein, ça fait normalement 10 à 11 cm de long. Il y en avait un qui était arrivé à 6 cm, il était tout recroquevillé. Et on m'avait dit à la radio que c'était congénital. Congénital. Quand je suis revenu du jeûne et que je suis passé à la radio, les deux reins faisaient 11 cm. Alors si c'était vraiment une maladie congénitale, elle est partie, ce qui est impossible, parce que ce qui est congénital est dans le code génétique, et là, personne ne peut y toucher. Donc c'était une erreur de diagnostic, comme il y en a beaucoup. Les médecins ne sont pas des dieux, ils font ce qu'ils peuvent. Bien. Alors les urographies, les radios, les urographies, tout ça, les échographies. Bien. Alors à un moment donné, c'est certain que pour uriner, je ne pouvais plus. D'urgence, j'ai été 2 fois à la clinique, parce que quand on ne peut plus uriner au bout de 15 heures, c'est insoutenable, et on dirait que ça doit sortir. Il faut passer par là pour comprendre. Ça, c'est de véritables souffrances. Bien, alors examen, alors opération, il y avait un adénome à la prostate, très gros. J'ai été opéré par les voies intérieures avec ce que ça implique. C'est un peu de mutilation malheureusement, mais enfin ça permet d'uriner correctement par la suite. J'ai été opéré de cet adénome. Les coliques néphrétiques ont continué. Bien. Rebelote, excusez l'expression, par les voies intérieures, on a été me chercher un caillou dans l'urtère, là. Je me rappelle. Ensuite, j'ai eu droit à la lithotripsie, avec des rayons où bombarde. Je ne vous souhaite pas d'y passer parce que finalement, c'est loin d'être agréable. Alors, le caillou n'était pas très visible à l'échographie. Ils ont tapé n'importe comment, à tort à travers. Alors, quand vous faites une lithotripsie, 10 jours avant, on fait prendre du Bactrim. Enfin, là où j'étais, je parle de là où j'étais. Et puis, 10 jours après. Bon. J'ai eu la lithotripsie, je n'ai pas pris les antibiotiques, je n'ai pas écouté, je suis là quand même, ça ne m'a pas tué. Parce que les antibiotiques, il y a de l'abus. Parce que maintenant, pour un rhume, on vous donne des antibiotiques, pas tous les médecins, mais certains. Ça, c'est affreux. Parce que les antibiotiques affaiblissent considérablement le terrain. Et apportent énormément de toxémie. Tout ça, c'est vérifié par les hygiénistes qui s'occupent des jeûneurs. Puis un beau jour, je me suis dit, j'en ai marre du corps médical. Je vais voir ailleurs. Et puis mon épouse, là, qui, moralement, ça ne l'a pas arrangé de le voir dans cet état pendant 35 ans, elle a fait venir un jour un radiesthésiste géologue. Parce que, comme j'étais dans la région parisienne, il y a des coins dans la région parisienne où on se sent mal à l'aise, on ne sait pas trop pourquoi. Ce radiesthésiste est venu avec ces outils-là, ces fils de cuivre, puis il a détecté ce qu'ils appellent, dans leur jargon, des murs Hartmann au-dessous de la maison. Et là où je dormais, j'avais ma tête juste au-dessus des murs Hartmann. Ce sont des traînes d'ondes négatives. Là, je ne suis pas au courant de la technique et des mots, mais enfin qui dérangent et qui déséquilibrent énormément le corps humain. Parce que le corps humain, c'est une entité biologique, le cerveau étant un ordinateur autoprogrammable et biologique, et évolue sur une longueur d'onde qui lui est assignée. Et cette longueur d'onde-là véhicule des informations qui sont perturbées par des ondes qui viennent de la Terre et qui peuvent venir d'ailleurs aussi. Puis il était là qui se promenait avec ses fils. Moi, j'étais là à côté, comme ça,
Il se tourne vers moi et me dit, oh là là, il me dit, ça va pas, vous. Je l'aurai toujours, là, ces fils de pli, voilà. Oh là là, ça va pas, vous. Vous n'avez rien à la prostate? Je regarde ma femme, je lui dis, mais tu lui en as parlé? Je lui dis, non, pas du tout. Je dis, c'est vrai. Ah bon, parce que moi, les radiesthésistes, comme tout le monde, j'y croyais pas, initialement. Je dis, oui, là, j'ai été opéré d'un adénome il y a 6 mois. Ah ben, elle est ratée, l'opération. Hein. Alors, je lui dis en souriant comme ça, je dis, alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cancer? Il me regarde, comme ça, dans les yeux, il me dit, je lui dis, ne me mentez pas, pourquoi vous hésitez? Je n'ai pas peur d'avoir un cancer, moi, finalement. J'en ai tellement eu. Il me dit, oui, mais c'est tout le début. Oui, effectivement, si vous le prenez comme ça, c'est tout le début. Alors, il m'a envoyé à un autre radiesthésiste pour vérifier, parce que lui, c'était un radiesthésiste qui s'occupe non plus du terrain, mais des êtres humains. Bon, il m'a indiqué ce radiesthésiste, mais j'ai dit, mais c'est son copain. Alors, j'étais le voir quand même, ce radiesthésiste. Alors, il m'a regardé quand même 1h30, fait allonger, tout ça, avec son pendule. Il a examiné, il m'a dit, mais votre cancer, oui, c'est un cancer. Il est évolué à 60-70%. Alors ils sont outillés avec leurs trucs, tout ça. D'accord. Ça ne m'a pas suffi. Je me rappelle à l'époque, il y avait un salon sur Paris. J'ai parlé de rien, j'ai été voir un radiesthésiste au salon. Et alors, vous avez des gens comme ça au salon qui se font examiner. Faire examiner. Et bien, il m'a dit la même chose. Il m'a dit, attention, vous avez un cancer et il est temps d'y remédier. La suite de quoi, je vais voir mon chirurgien là-bas, je lui parle de rien. Il me fait une échographie encore. Quand je suis revenu au résultat, il hésitait. Il m'a donné des antibiotiques à prendre. Le nom ne me revient pas. Finit par mal. Bon, bref. Il dit, revenez surtout, j'y compte, revenez me voir dans 1 mois et demi pour qu'on regarde s'il n'y a rien de cancérigène. Ah bon, très bien. Alors, je n'y ai pas dit que j'avais été voir les radiesthésistes. Je n'étais pas encore tellement hardi à l'époque, parce que j'étais encore très malade. J'avais peur de parler à un médecin. J'avais peur, tout le monde dans la rue, tout ça. J'étais énormément complexé. Passer par là, c'est affreux. Je ne le souhaite à personne, vraiment. On existe, mais on ne vit pas. On se traîne. Bien. Alors, j'y suis jamais revenu. J'étais voir le radiesthésiste, là, qui m'a soigné, qui m'a fait des petites passes de magnétisme, et il m'a dit aussitôt, je vais vous envoyer un vieux cancérologue. Un vieux cancérologue, et je ne dirai pas son nom quand même, je ne dirai jamais les noms, ni des radiesthésistes, ni des uns ni des autres. Je suis allé voir un vieux cancérologue qui a toujours été un ennemi, qui a lutté toujours contre ceux qui soignaient le cancer, avec les méthodes officielles et traditionnelles. Je me rappelle cet homme-là, un homme merveilleux, merveilleux. Il est là encore, là, tel j'en parle, je vois sous mes yeux, je le reverrai toute ma vie. Il m'a gardé en consultation 3 heures de temps. Un homme profondément humain. Il y a vraiment sur la terre des gens dignes d'admiration qui sont à l'écoute. Vous racontez vos petites misères. On dirait qu'ils sont en train de les vivre au fur et à mesure que vous racontez. Le courant passe. Il m'a posé des questions. Il m'a dit, voilà, maintenant, il faut arrêter l'évolution. C'est la première des choses. Arrêter l'évolution. Alors, j'ai pris en masse les ampoules Solomides, entre autres. Ça s'appelait des ampoules PS40 qui venaient de l'étranger, parce qu'en France, c'est interdit. J'en ai pris pendant 7 mois. Et j'allais mieux. Alors, dans ce produit-là, dans ces ampoules, il y a des lymphocytes tueurs, enfin des anticorps, etc. Je ne me rappelle plus exactement. Mais je me sentais mieux. Oui, pardon. Je me sentais mieux, le moral est revenu, petit à petit. Et en fait, c'est lui qui m'a sauvé la vie, parce qu'il m'a fait un traitement homéopathique qui a duré 7 mois. Je l'ai suivi à la lettre. Alors, il y avait un mélange de plantes, c'était des liquides, etc. Dans ce
complexe, même dans ce complexe homéopathique, il y avait exactement 27 produits différents mélangés. Je me sentais mieux. J'avais une confiance terrible en cet homme. Et puis à la fin, il m'a dit maintenant, si vous voulez vraiment être tranquille pour toujours, je vous conseille d'aller jeûner au Québec. Parce que j'en avais parlé comme ça, j'avais dit j'allais au Québec. Je suis revenu au Québec et c'est là que j'ai connu tout un tas de gens. Je leur dis, mais est-ce que vous connaissez le jeûne? Ah, puis bien sûr qu'on connaît le jeûne. Alors, il y avait toujours quelqu'un de la famille qui avait été jeûné, etc. Ah, pour moi, c'était encourageant. Puis ensuite, j'ai connu, avec dans la vie comment les choses s'imbriquent, j'ai connu vraiment au moment opportun un initié. Un initié. Il y a eu des prophètes sur la terre. Et les prophètes ont été aidés aussi par des initiés. J'ai rencontré un initié qui m'a dit, écoute, Guy, il n'y a qu'une chose, il faut jeûner, tu veux t'en sortir. Et puis il m'avait expliqué exactement comment ça se passait. C'est là que j'ai découvert l'hygiénisme. C'est là que j'ai découvert l'hygiénisme. Après, j'ai lu tous ces livres, etc. Il y en a. Je ne les trouve pas partout, malheureusement. Et puis j'étais très motivé, parce que pour moi, c'était une question de vie ou de mort. Comme je vous l'ai dit en début de séance, à la même époque, j'ai perdu un copain, un ami que j'aimais beaucoup, du cancer de la prostate. À la même époque, exactement. Il aurait été jeûné avec moi, eh ben, on serait encore en train de s'amuser tous les deux. Ce n'était pas le cas. Bon, alors il y a des milliers et des milliers de gens comme ça qui pourraient être vivants maintenant, ça c'est certain, s'ils avaient été jeûnés. Voilà en gros mon histoire. Alors le jeûne, je vais aller directement dans le vif du sujet. Je ne vais pas rentrer dans le détail par pudeur, mais pendant mon jeûne, quand même, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Alors d'abord, la toxémie, parce que la toxémie, j'en étais plein. Et en fait, c'était véritablement la cause de tous mes maux. J'étais très toxémique. Très toxémique parce que j'ai avalé énormément de médicaments. Pendant 35 ans, on ingurgite. Et puis la conclusion, pour moi, elle est formelle. Les médicaments ne soignent pas. Parce que s'ils soignaient, je n'aurais pas été malade pendant 35 ans et je ne serais pas arrivé au cancer. Bien. Alors du corps médical, à un moment donné, j'ai complètement déconnecté. Mais sans maudire les médecins, attention, hein. Il n'est pas question de prendre les médecins pour... Non, moi je ne suis pas là pour juger, moi. Je raconte mon histoire, je raconte les faits. Alors la toxémie, substances diverses incompatibles avec l'état de santé dans les cellules, la lymphe, le sang, les tissus, les organes et toutes parties du corps. Tout ce qui est susceptible de perturber. Alors on a les toxines exogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur, pollution industrielle ou agricole, vous savez les insecticides, les pesticides, vous savez tout ça, je vais aller assez vite. Ça existe malheureusement. Vous avez des gens qui ne se respectent pas, ils n'ont pas compris qu'ils étaient responsables de la vie de 100 quadrillions de cellules. Ils n'ont pas du tout conscience, ils sont des esprits primitifs. Ils ne respectent pas leur propre création. Déjà fumer, c'est mal. Si on se respecte, c'est là que ça commence la spiritualité, c'est au respect de soi-même. C'est pas le tout d'aller à l'église, là, d'écouter les bonnes paroles. Ah non, 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 ça c'est des paroles. Mais il faut passer aux actions. Les actions, commencer à se respecter soi-même. Moi, je me respecte maintenant, je vais très bien. Et j'irai jusqu'au bout. Parce que je suis sur la bonne voie, je ne suis pas arrivé au bout. Mais j'ai le pied dans l'étrier. Et j'évoluerai. Vous me voyez là, j'ai 61 ans. Vous m'auriez vu à 7 ans, je n'avais pas ce physique-là, loin de là. Maintenant, je suis satisfait de moi-même, et dans 10 ans, je serai encore plus, parce que je sais ce qu'il faut faire. Alors le tabac, ceux qui boivent de l'alcool ne se respectent pas non plus. Et puis ça va très loin, parce que non seulement ils ne se respectent pas, ils ne respectent pas leur propre création parce qu'ils se détruisent, mais ils ne pensent même pas à leur descendance. Ça, c'est grave, quand on voit des femmes enceintes qui fument et qui boivent de l'alcool, parce que ça existe. Moi, pendant 25 ans, j'étais dans la banlieue parisienne, mais quand on voit des jeunes mamans le matin sur le quai de la gare qui vont travailler et qui fument dans le brouillard en plein hiver, et que ça n'arrête pas de fumer,
Ben, je dis que c'est très triste quand une femme agit comme ça, quand elle porte un bébé. Bon, alors le café, bon, il ne faut pas non plus exagérer. Si vous en buvez un café tous les 15 jours après un bon repas, c'est pas désagréable. Mais tous les jours, comme lorsque je travaillais, il y avait une cafétéria dans l'entreprise, mais ça ne déemplissait pas dans la cafétéria. Et puis comme il n'y avait pas toujours beaucoup de travail à faire, ben, les gens passaient leur temps à la cafétéria à boire du café toute la journée. Moi j'ai une cousine à Périgueux qui est sage-femme. Du café elle en boit toute la journée et elle est sage-femme. Il faut voir la tête qu'elle a maintenant, elle a 70 ans, elle est complètement, elle ne peut plus se traîner. C'est la rançon de toutes ces maladresses qui arrivent quand on arrive à un certain âge. Bien. Alors le thé, il ne faut pas non plus l'exagérer. Alors les drogues diverses, et les médicaments. Les médicaments sont tous mutagéniques, à quelque degré que ce soit. Ils sont intéressants pour arrêter les symptômes immédiatement, ce qui permet d'avancer. Mais il faudrait que les gens aient conscience que la cause n'a pas été touchée, et c'est à eux d'agir en conséquence, c'est-à-dire respecter les lois physiologiques et naturelles. Et ce que je reprocherais à l'enseignement en général, dès l'école primaire, on devrait apprendre aux enfants les lois physiologiques et naturelles. Je vais les projeter tout à l'heure. Bien. Alors les vaccins c'est une toxine. Parce que non seulement vous envoyez le microbe atténué, mais le bouillon de culture dans lequel il a évolué. Alors les stress, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens stressés. Moi j'ai beaucoup de relations, il y a des gens qui sont malheureux de voir ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, c'est atroce. Ça perturbe les gens. Ça les rend malades. Quand on regarde la tête de ces politiciens à la télévision en train de réciter les mêmes phrases, je les entends depuis l'âge de 11 ans, et de voir qu'il y a toujours une misère et une souffrance sur la terre effroyable, qu'on organise les gens, qu'on organise les guerres pour tuer les gens, ça c'est inacceptable. Et ça mine les gens. Il y a beaucoup de monde qui a compris, de personnes qui ont compris qu'en ce moment, ils sont en train de préparer une guerre, la Troisième Guerre mondiale. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, il suffit de réfléchir un peu pour voir que c'est loin d'être idiot. Et bien, il y a des gens, ça les mine. Moi, j'ai vu ma mère hier, qui a 83 ans, elle pleurait parce qu'elle a peur que cette guerre éclate. Parce que quand on a 83 ans, on ne peut pas aller se promener comme quand on est jeune. Alors ces personnes âgées ont la télévision et qu'on leur passe des choses intéressantes. Maintenant, c'est toujours les mêmes choses qu'on entend, mais c'est d'un négatif épouvantable. Alors je parle de ma mère qui a 83 ans, mais vous pouvez multiplier le cas par des centaines de milliers. Et ça travaille tout ça, les gens. Alors il y a le chômage. Mettez-vous à la place d'un jeune couple où il y a 2 enfants élevés. Ah, bien, ils se retrouvent en chômage. Plus d'argent. Et on est à la mendicité. Alors vous allez dans les banques, bon alors il faut mendier pour avoir un prêt. En réalité, ils n'y perdent pas d'argent parce que les intérêts, il faut leur donner, ce sont des voleurs. Quand on va au fond des choses, enfin bref, ça vous le savez, je ne vais pas perdre mon temps là-dessus, mais c'est stressant pour des gens. Ça angoisse. Et puis l'angoisse, ça perturbe, ça crée des conflits dans le cerveau. Ça l'affaiblit dans certaines parties. Le cerveau est affaibli. Et quand on a une partie du cerveau qui est affaiblie, c'est qu'elle agit sur les organes du corps. Parce que tout vient du cerveau et tout va au cerveau. C'est l'ordinateur. Et quand on a mal quelque part et qu'on sait agir sur la partie du cerveau qui correspond, le corps s'arrange tout seul. Voilà des choses qu'on devrait nous apprendre dans l'école primaire. Eh bien, le stress, les gens sont là, ils savent plus où ils en sont, ils sont malheureux, ils souffrent. Et quand on souffre moralement, ça décalque sur le corps, fatalement. Alors vous voyez que tous ceux qui ont la responsabilité des populations et de tous les pays, quels qu'elles soient, ils ont tout à apprendre. Ce sont des gens négatifs, je vous dirai pourquoi à la fin. Ce sont des gens négatifs, et sans le savoir, ils sont au service de la misère, de la souffrance, de la mort. Je me permets de parler comme ça, parce que moi j'ai tellement souffert de la bêtise de ces gens-là, que j'en parle maintenant très librement. Il y aurait des militaires, des généraux, il y aurait Mitterrand et tous les autres, je leur parlerai de la même façon.
parce que les quelques temps qui me restent, les jours qui me resteront à vivre, j'espère qu'il y en aura beaucoup, eh bien, je passerai mon temps, moi, à informer les gens. Comme ça, bénévolement. La semaine dernière, il y a 2 séropositifs qui sont venus me raconter leur petite histoire. Puis il y a une dame qui a le sida. Mais je les ai envoyés où il fallait. Mais dans un an, c'est fini. Dans un an, c'est fini. Elles seront en bonne santé, ces 3 personnes-là. C'est certain. Parce qu'au Canada, on soigne tout ça. Parce qu'on va à la cause. Et puis alors, c'est par le jeûne. Et puis, bien entendu, je faisais allusion au jeûne. Mais le jeûne fait intelligemment, pas n'importe comment. Voilà. Alors, la radioactivité, qu'on le veuille ou non, ça existe, et ça n'empêche pas quand même que les essais vont continuer, les essais nucléaires là-bas, Mururoa et ailleurs. C'est relancé, c'est reparti, bravo, la Terre commence à se réveiller, il y a des tremblements de terre, la météo commence à bouger. C'est pas pour rien tout ça. La Terre, c'est un être vivant. Et à force d'être entouré d'ondes négatives, eh bien, il y a un équilibre qui commence à se faire et ça bouge et c'est normal. Et comme nous, quand on a trop de toxines, à un moment donné, on a des malaises, on a des douleurs et tout ça. C'est l'expression que le corps veut éliminer quelque chose. Il ne faut pas entraver cette élimination. Alors les bombes, les déchets, enfin vous savez, au point de vue déchets, j'ai une information là, officielle, au point de vue des déchets radioactifs. Il y a 50 000 tonnes, 50 millions de tonnes de déchets en France. J'ai fait la division. J'ai divisé par 550 000 km², ça fait 91 tonnes 6 au kilomètre carré. Ça fait 91 grammes par mètre carré. Ça veut dire que, c'est une image, ça veut dire qu'on peut couvrir la France déjà. Ce tout petit pays. Vous voyez, quand on réfléchit à toutes ces choses-là, eh bien, c'est normal que ça stresse les gens. Quand on est stressé, alors bon, ça déclenche des ulcères, mal de foie, de la constipation, les énergies ne circulent plus, pour cause. Alors, la toxémie endogène, c'est celle qui intéresse les résidus métaboliques internes. Au niveau de la cellule, elle se nourrit, elle, de ce qui arrive dans le milieu aqueux, par, comme je l'ai dit tout à l'heure, par perméabilité sélective, et elle rejette ce qui est mauvais. Mais s'il arrive trop de toxines, la cellule, elle ne peut pas en fournir plus qu'elle peut en faire. Il arrive un moment où elle fait ce qu'elle peut, et il arrive petit à petit au moment où la cellule s'engorge, où elle ne peut plus remplir sa fonction. Parce qu'une cellule, si petite soit-elle, gros de 5 à 10 microns, elle a une fonction à remplir pour l'intégrité générale de l'entité biologique que nous sommes. Elle a une fonction à remplir. Et lorsqu'elle est étouffée, qu'elle ne peut même plus éliminer ces toxines, eh bien elle meurt. Et puis il y en a 2, puis il y en a 3, puis il y en a 10 000, et puis il y en a des centaines de millions, puis des milliards. Et puis au bout du compte, c'est la mort, il arrive un moment où ça ne va plus du tout. Bon. Alors voilà une vue que j'aime bien, là, que j'ai fait en m'amusant. Je vous parlais de terrain tout à l'heure, mais ça vaut la peine de bien comprendre. Parce qu'on devrait, on devrait l'apprendre ça à l'école. Là, vous avez une chaudière, puis là, vous avez un être humain, pas moi. Vous allez dire, mais ça n'a rien à voir, une chaudière, et puis un être humain. Vous allez voir le rapprochement. Vous avez de l'eau jusqu'à cette hauteur dans la chaudière. Et vous avez la vapeur parce que vous chauffez ici. Voilà, vous voyez, il y a de la vapeur. Il y a un manomètre ici. Il y a un seuil à ne pas dépasser. Un seuil à ne pas dépasser. Lorsque vous dépassez le seuil, que l'aiguille va sur la droite, la pression, elle augmente. Elle va soulever le clapet, puis elle va s'en aller. Échappement de la vapeur. Formidable.
Quand la pression va revenir normale, l'aiguille sera revenue ici, mais on aura laissé la chaudière, on aura laissé partir la surpression. Tout va bien. Personne n'a rien empêché. Bon, ça c'est l'attitude la plus intelligente. La chaudière veut éliminer sa surpression, on laisse faire. Puis l'aiguille reprend sa place et le clapet, tac, et retombe. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre attitude. Quand je vois la vapeur ici qui sort, je serre la vis pour que le clapet vienne coller. Ça veut dire qu'il va y avoir ici la surpression. Elle est prisonnière, cette surpression ne pourra pas partir. Bien. Je chauffe ici, par ignorance, encore plus. Charbon, gaz, ce que vous voudrez. La pression monte. La vapeur ressort, parce que le clapet est encore soulevé. Je serre la vis. Encore de la surpression. Je chauffe, sans faire attention. Ça recommence, je serre la vis. Vous savez où ça va mener, ça? Il va y avoir un moment où la chaudière, clac, elle va exploser. Le terrain est devenu tellement faible ici, les parois de la chaudière, qu'elle ne peut plus résister à la pression de la vapeur. Ça va partir. C'est la mort, le terrain est mort, fini. Passons à l'individu. L'individu, on a dit que la toxémie était la cause de toutes les maladies. C'est la cause de toutes les maladies. Bien. J'ai un malaise, je vais voir mon médecin, médicaments. Piqûres, médicaments, etc. Les médicaments, bon, il va y avoir un apport de toxines. La maladie, c'est l'expression que le corps veut éliminer quelque chose pour laisser faire. Quand vous avez la fièvre, vous mettez au lit, vous ne mangez pas, ça va partir tout seul. Bien. Là, on arrête la fièvre. Alors, qu'est-ce qui se passe? La toxémie, elle va être augmentée parce que le médicament est toxique. Ils sont tous toxiques, les médicaments. On n'a pas laissé éliminer le corps ce dont il voulait se dégager. Ça, c'est facile à comprendre. Bien, alors qu'est-ce qui va se passer? Puisque la toxémie s'est renforcée un peu partout, au lieu d'avoir mal à l'estomac, bon, ben, ça sera peut-être un rhumatisme dans le bras, si ça se manifeste ailleurs. Un rhumatisme dans le bras, ou un furoncle qui va sortir par là, ou bien derrière le cou, etc. Ou une bronchite, tout ce que vous voudrez. Parce que suivant l'emplacement où le corps manifeste son mécontentement, on a donné une étiquette, un nom de maladie, suivant l'endroit du corps où ça se présente. Voilà. Alors, ça recommence, remédicament, repiqûre. Vous augmentez encore votre niveau de toxémie. Et le niveau de toxémie, vous pouvez l'augmenter, 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 l'augmenter avec les médicaments. Eh bien, moi, Guy Lacoste, c'est ce que j'ai fait pendant 35 ans. Ça saute pas sur les gens, la toxémie, quand même. Ça va petit à petit, c'est le mode de vie qui n'est pas respecté. Dans le fond, je suis respectable et je suis responsable de ce qui m'est arrivé. Alors qu'est-ce qu'il arrive à force de me prendre des médicaments? Il arrive un moment où on attrape soit le sida, soit le cancer, enfin des maladies graves. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus que encore les médicaments pour vous empêcher de s'ouvrir à la fin, c'est ce qu'il y a de bien. Et puis le terrain, il meurt, exactement comme la chaudière. Quand on a fait le parallèle entre les deux choses, là, les deux schémas, on peut dire que la maladie est à l'échappement de la vapeur, ce que la toxémie est à la surpression de la chaudière, ce que le seuil de tolérance est à l'aiguille bien positionnée, et surtout, et c'est là le fin mot de l'histoire, et surtout que le mode de vie, ce que le mode de vie est à la chauffe. Si je chauffe ici intelligemment, mon aiguille sera toujours là. Si je vis intelligemment,
Mes 100 quadrillions de cellules seront alimentés par 100 000 km de vaisseaux sanguins dans de bonnes conditions. Voilà ce petit schéma que j'aime beaucoup, personnellement. Alors, comment qu'on reconnaît qu'on est toxémique? État de toxémie. Pour ne pas être toxémique avec ce qu'on vit à l'heure actuellement, faut y mettre le paquet, tant vous dire. Bien. Quand vous avez un esprit embrumé, oh, je ne suis pas en forme aujourd'hui. Il faut aller travailler, j'en ai marre. Revoir ce patron avec sa tête. L'esprit est embrumé. Puis vous ne voyez pas bien, c'est trouble. L'esprit embrumé. Il y a des toxines quelque part que je voulais faire. Ensuite, dérangement d'estomac. Ah, le matin, par exemple, vous vous levez, tiens, je vais rater l'heure, le petit déjeuner à toute vitesse. Et puis s'il fait un peu froid dehors, ça y est, on a une crampe d'estomac. Mode de vie. Bien. Alors, les maux, les douleurs, les crampes, etc. Constipation chronique. Ah, la constipation, ça c'est grave par contre. Parce que la constipation, pour en dire quand même deux mots, ça c'est extrêmement important. Parce que c'est le processus qui demande le plus de consommation d'énergie dans le corps. Lorsqu'une digestion est lourde, on se sent mal, et puis quelquefois on a envie de dormir. Pourquoi? Parce que l'organisme est obligé de prendre l'énergie du système neurovégétatif pour s'en servir pour la digestion. Alors, dans les muscles, on n'a plus de force, etc. Pourquoi? Parce que l'énergie a été prélevée, parce qu'on a tout mis sur la digestion. L'organisme met tout sur la digestion. Parce que on ne pense pas qu'au niveau d'une cellule, il y a 1 million de transformations chimiques à la seconde. 100 quadrillions de cellules, 100 000 km de vaisseaux sanguins, 1 million de transformations chimiques en une seconde. Vous voyez, quand on a pris conscience de ça et qu'on veut respecter sa propre création, eh bien, vous voyez que tous les modes de vie sont à revoir. Bien. Bon, si on passe tout ça en revue, on va en avoir pour un moment. Je voudrais quand même répondre aux questions tout à l'heure, je vais aller assez vite. Quand vous avez des transpirations, incapacité de concentration, fatigue constante, le teint jaunâtre, la peau ratatiner, le regard terne. Que de regard terne. Pendant 25 ans, aux heures d'affluence, j'avais mes 2h30 de trajet par jour en région parisienne. J'étais à Arpajon, j'allais travailler rue de Saussure. Quand vous montez dans les trains de banlieue, c'est comble. Quand vous prenez le métro, c'est comble. Vous reprenez le train, c'est comble. Et quand vous êtes sur les trottoirs, c'est encore comble. Eh bien, des regards ternes, vous en avez. Hein. On serait mieux au lit les matins, croyez-moi. Bien. Défécation noire, fatigue, teint jaunâtre, insomnie, yeux injectés de sang, les rides dans la figure, la gloutonnerie. Alors là, on ne sait pas manger. On est dans une société de consommation qui est actuellement déplorable. Pas pour tout le monde, parce que c'est voulu, c'est toujours orienté vers les gros profits mondiaux, les hautes sociétés financières, qui n'ont rien à foutre du bien-être des gens. Mais alors, ils s'en foutent impérialement. L'essentiel, c'est que ça rapporte. On fabrique des armes, ça rapporte. Il y a des centaines de tonnes de médicaments qui se vendent tous les jours dans le monde. C'est un marché colossal. C'est la poule aux œufs d'or. Et la maladie chronique, elle est entretenue. Alors évidemment, tout ça, c'est à revoir. Ça, c'est à revoir. Le manque d'appétit, alors au lever, des migraines, etc. Quand vous avez tout ça, vous êtes toxémique. Quand vous avez pas forcément tout, parce que quand même ça serait dur, hein, mais si vous avez une partie ou deux ou trois, eh bien moi, je peux vous dire que j'ai tout eu, en même temps. Et c'est atroce. Parce qu'il y a 7 ans, j'étais dans cet état-là. J'avais tout sur moi. C'était la fin. D'abord, je ne souhaitais que la fin. Quand je m'endormais le soir, je souhaitais, je priais, Valéry Chopin religieux, ça en est loin, je priais pour ne pas me réveiller. Ah oui, je me réveillais le matin. Ça ne me plaisait pas du tout. Alors, pas du tout. Parce que vivre dans ces conditions, c'est atroce.
Alors, le jeûne, qu'est-ce que c'est? Le jeûne, c'est un repos physiologique, c'est un repos absolu que l'homme conscient accorde à l'homme inconscient afin que ce dernier puisse. Le jeûne, on jeûne tous là, la nuit. Quand on dort la nuit, on jeûne. Et l'organisme, lui, travaille 24 heures sur 24. Il travaille 24 heures sur 24. Alors la nuit, on dort, mais c'est l'inconscient, le conscient, qui prend les commandes quand on respire. Même un jour, quand on respire, on ne pense pas qu'on respire. Quand on marche dans la rue, on ne pense pas qu'on marche, etc. C'est l'inconscient qui fait le travail. Ça n'occupe pas. Ça n'occupe pas. Le sang circule, le cœur bat, on s'en fout de tout ça. C'est l'inconscient qui fait le travail. Et la nuit, il en profite que rien n'arrive dans le tube digestif pour éliminer les toxines. Les cellules sont tranquilles la nuit. Elles ne reçoivent pas la nourriture. Elles en profitent pour faire le nettoyage. Ça, c'est ce qu'on appelle l'élimination. Et l'élimination s'effectue au niveau de la cellule. Et par le sang, toutes ces toxines sont dirigées vers les organes excréteurs, vers le foie, les poumons, les reins, les intestins. Parce que il est bien évident que le cerveau va dispatcher un peu tout ce qu'il y a à faire dans le corps. Le foie a ses fonctions, les reins, tout dans le corps a ses fonctions. Bien. Alors, les organes excréteurs vont être remplis de tout ce qui a été éliminé venant des cellules. Et puis le matin, quand vous vous levez, normalement, celui qui est bien constitué, eh bien, il va évacuer tout ce qu'il a évacué. C'est un homme en bonne santé, c'est un être humain en bonne santé. Et on jeûne toutes les nuits. Mais lorsqu'on a trop de toxémie, c'est là que ça commence. Tous les malaises qu'on a exposés à la vue précédente, c'est là que ça commence. Et là, si on est au courant, on fait immédiatement ce qu'il faut. On change son mode de vie, parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous voyez, j'ai un peu attaqué la société, là j'en suis pas mécontent, hein. Mais à son niveau propre, on peut faire énormément de choses. Je suis passé par là. On peut faire énormément de choses sans demander l'ordre du ministre. Moi, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire de l'alcool, je fais ma méditation, je fais de la relaxation, je suis un homme heureux par rapport à ce que j'étais avant. Alors, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire soi-même. Et puis les autres qui veulent donner des conseils, chante merde, moi je sais ce que j'ai à faire. Vous voyez, on peut faire énormément de choses. Du chocolat, je ne vais pas manger une plaquette tous les soirs, ça fait mal. Et si j'en mange un petit carré comme ça, de temps en temps, c'est bien. Après, il faut savoir s'arrêter. Il ne faut pas être glouton. Alors, lorsqu'on jeûne, l'organisme en profite pour éliminer en totalité les déchets métaboliques venant des cellules. Ensuite, il y a l'autolyse, les foyers d'infection. Reconstitue les réserves énergétiques et répare l'usure tissulaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans tout mon corps? Qu'est-ce que ça veut dire autolyser? Oui, ça va venir, je vais vous expliquer ça, l'autolyse. Quand vous jeûnez, les 3 premiers jours, ben vous avez faim aux heures des repas. Je dirais même que c'est affreux. Alors, vous avez des crampes d'estomac, vous pensez à tout le monde qui mange, mais qu'est-ce que je suis venu faire là? Mais je suis fou, je suis dingue, c'est pas possible. Bien. Alors le biologiste est là parce que ça se fait sous surveillance, le jeûne c'est normal. Alors on vous explique que de toute façon, l'organisme se nourrit 24 heures sur 24 et lorsque la nourriture n'arrive pas par le tube digestif, eh bien l'organisme va chercher sa nourriture ailleurs. Alors les 3 premiers jours, il va recycler tout ce qu'il y a dans l'intestin grêle qui fait 7, 8, peut-être 9 mètres de long à peu près, 8 mètres par là, en moyenne. Il va recycler tout ça. Et le foie, c'est un laboratoire merveilleux, parce qu'il va prendre tous ces déchets-là, et il va les recycler. Et il va en tirer de l'énergie. Et avec cette énergie-là, il va renforcer le cerveau, première des choses, le cœur, les reins, le foie et les organes génitaux. Vous voyez comme c'est programmé dans le code génétique, ce système merveilleux d'autodéfense. Tout est prévu. Alors ça se passe les 3 premiers jours. Et au bout du 3e jour, 4e, vous vous dites, mais comment ça se fait?
Je n'ai pas faim. Quand vous jeûnez, vous ne souffrez pas de la faim quand vous avez passé le cap des 4 premiers jours. Moi, j'ai jeûné 27 jours, mais je n'ai pas eu faim jusqu'au 27e jour. Moi. On n'a pas faim, c'est pas vrai, parce que l'organisme, il trouve à se nourrir, puis vous avez des réserves. Alors, toutes les réserves qui sont mauvaises sont autolysées en premier. Alors, l'autolyse, c'est le processus qui consiste pour l'organisme, sous l'égide du cerveau, à se nourrir de tous les foyers d'infection. Qu'entend-on par foyer d'infection? Par foyer d'infection, toutes les excroissances qu'on a à l'intérieur du corps. Les tumeurs bénignes, les tumeurs malignes, les verrues, et tout ce que vous voudrez. Imaginez que vous ayez au microscope la possibilité de visiter l'intérieur et de regarder un peu tous les canaux, tous les tuyaux, enfin les intestins, tout ce que vous voudrez. Mais vous sauteriez en l'air de voir un peu toutes ces excroissances qu'il y a à l'intérieur. Bon, alors moi qui avais une grosseur au col de la vessie et à la prostate, ça a tout été déglutiné, ça, à cause de l'autolyse. Parce que c'est le nom du processus qui consiste, je le répète, et ça vaut quand même la peine de le répéter, qui consiste pour l'organisme à se nourrir de tout ce qui est mauvais dans le corps, pour en tirer de l'énergie, et avec cette énergie, faire son travail d'élimination. Mais le corps, lui, avant ça, il a renforcé les organes nobles. C'est comme l'ouvrier qui prépare ses outils pour commencer à faire son travail effectif. Et le travail effectif de l'organisme commence à l'autolyse, au 4e jour par là. Voilà, c'est ça l'autolyse. Excusez-moi, je vous demande. Vous avez jeûné pendant 27 jours, mais un jeûne complet ou une diète hydrique? Hydrique. C'est un jeûne hydrique, ça veut dire que tous les jours, vous avez 3 verres d'eau ordinaire et vous buvez par petites gorgées quand vous en avez envie. On ne boit pas des litres d'eau, hein. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à toutes les cellules, il y a comme un petit atelier. Vous sentez grignoter d'ailleurs des pieds à la tête. C'est formidable. Et vous sentez grignoter des pieds à la tête. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire là. Oui, si vous buvez trop d'eau, vous allez emporter dans une inondation tous ces petits ateliers. Ce qui fait que le travail ne sera pas fait. C'est comme dans un garage, vous avez des automobiles, il y a une inondation, et puis les voitures sont chassées. Elles n'auront pas été réparées, les voitures. C'est une image un peu bébête, mais enfin, elle dit ce qu'elle veut dire. Ah, c'est un peu pareil. Voilà. Alors, 3 petits verres d'eau par jour et par gorgée. Puis vous n'avez pas soif. Moi, je me suis fait enguirlander parce que je ne buvais pas ces 3 verres d'eau. Je n'avais pas envie. Ni faim, ni soif. Ni faim, ni soif. Là, ce que c'est que l'autolyse. Alors, il arrive un moment où vous êtes complètement nettoyé. Vous êtes complètement nettoyé. Alors, pendant le jeûne, évidemment, il se passe tout un tas de choses remarquables. J'en ai eu des maladies dans ma vie, moi. Ça a commencé par j'ai oublié tout à l'heure, le ver solitaire à 12 ans. Alors celui-là, je l'avais complètement oublié, moi. À un moment donné, j'avais des douleurs, exactement les douleurs que j'avais quand j'avais eu ce ver solitaire à l'âge de 12 ans. Ben, vous voyez, c'est comme si le cerveau allait chercher les informations qui sont mémorisées depuis longtemps, et avec ces informations-là, il va finir le nettoyage qui ne s'était pas fait à fond à l'époque. J'ai pu remarquer tout ça au cours de mon jeûne, toutes ces petites choses, toutes les maladies, toutes les souffrances que j'ai eues, je les ai revécues en pointillé, c'est-à-dire avec des douleurs très atténuées, je les ai revécues. Et jamais 2 maladies à la fois, jamais 2 maladies à la fois. Alors c'est quelque chose de merveilleux. Alors, on m'expliquait tout ça. Et pour la dépression, j'ai eu pendant le jeûne, j'ai eu des dépressions aussi nerveuses. Alors, pendant le jeûne, j'ai eu 3 moments de détresse. Je revoyais exactement le lieu de souffrance, toutes mes douleurs, toutes mes angoisses, etc., mais atténuées. Mais comme on m'avait expliqué, j'étais content que ça se passe, parce qu'on me disait, c'est un nettoyage qui se fait dans le cerveau.
Il s'est fait le nettoyage, parce que l'organisme, il va à l'intérieur. Il va à la cause, en fait. Il va à la cause. Et j'avais été soigné mal. Mais le cerveau, lui, quand il reprend ce qui a été mal fait, lui, il va jusqu'au bout. Et c'est ça qui est formidable. Puis alors, il y a quelque chose aussi de remarquable. C'est qu'avec le jeûne, j'ai découvert la spiritualité, moi, qui ne croyait pas en Dieu, etc. Je crois en autre chose, mais pas en Dieu. Enfin, ça, c'est chacun comme il veut. Mais j'ai découvert la spiritualité. C'est là que je me suis dit, c'est là qu'on m'a expliqué que j'avais un corps et que j'étais responsable de 100 millions de milliards de cellules. On est responsable d'un grand royaume. Ce sont des êtres vivants. Si on respecte sa création et qu'on a ça dans la tête, l'amour de soi, c'est quelque chose de remarquable. Comment aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même? Et comment s'aimer soi-même si on n'a pas compris qu'on est responsable d'un grand royaume? Alors là, le respect de soi-même, le respect de sa propre création, eh bien c'est là que ça commence, la vraie spiritualité. C'est là que ça commence. Et c'est formidable de découvrir ça. J'ai même découvert autre chose. Parce que quand on arrive sur cette terre, on n'est pas imbécile. C'est que dans notre code génétique, il y a d'immenses valeurs. Mais quand on nous met sur des rails, quand on est petit, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. On subit une politique désastreuse, on subit une éducation désastreuse, on est bloqué. Là, je pourrais écrire encore tout un livre sur les blocages qu'on nous donne. Et ça nous traumatise toute une vie. Toute une vie, c'est très grave ça. Les éducations sont très mal faites, celles que nous recevons. On arrive au monde avec une richesse, c'est quelque chose de merveilleux. Moi, toutes mes idées, elles étaient d'une pureté terrible jusqu'à l'âge de 9 ans. Mais il fallait que je me taise, il a fallu que je fasse comme les autres, sur les rails, puis voilà. Alors, on arrive là, avec les modes de vie qui nous sont imposés, qu'on n'a pas choisis, qui nous sont imposés, on arrive à avoir une distance énorme entre le moi profond et le moi superficiel, c'est-à-dire le moi qu'on nous a imposé. Il y a deux personnages en chacun de nous. Il y a celui que malheureusement on ne connaît pas beaucoup avec nos valeurs profondes qui correspondent au moi profond, et puis celui qu'on connaît, celui qui est obligé de lutter dans une société déséquilibrée, ce moi superficiel que la société a façonné. On a étouffé les valeurs parce que l'éducation est mauvaise. Eh bien, en jeune homme, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je me suis promené dans ce fossé, le moi profond et le moi superficiel. Alors aimez-vous les uns les autres. J'ai compris ce que ça pouvait vouloir dire. Ne t'attends qu'à toi-même. J'ai compris ce que ça voulait dire. L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert, etc. Alors toutes ces citations-là, je les ai passées au crible. Eh bien, je vous assure que c'est drôlement enrichissant. Parce qu'on voit les choses avec un autre angle. Moi, je vous dis toutes ces choses-là. Mais avant le jeûne, j'aurais été incapable de parler devant quelques personnes comme ça. Non, vous pourriez être 200, 300. Pas de problème. Avant, j'avais peur de m'exprimer. Mais j'avais peur. Maintenant, je n'ai plus peur. Mais pas du tout. Je suis très heureux de le faire. Je me sens très bien dans ma peau. Avant, j'étais incapable. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le jeûne? Eh bien, mes blocages, eh bien, ils ont pris la tangente. Ils sont partis. Ils sont partis. Et avec du recul, moi, je me suis aperçu que, en fait, j'ai perdu mon temps parce que j'aurais pu rendre un service énorme à la société. Et moi, et tous les autres. Seulement les éducations que nous recevons, excusez-moi, je vais être sévère, mais elles sont débiles. Le soldat, quand il prend son fusil pour aller tuer son prochain, on lui a tellement expliqué que celui d'en face était l'ennemi qu'il en est convaincu. Puis il y en a d'autres, on dit, mais fabriquer des armes, mais si on ne fabriquait plus d'armes, ça ferait des chômeurs. Vous voyez, tous ces niveaux de conscience primitifs. Comme ceux qui disent, l'homme, il y a toujours eu des guerres, il y en aura toujours. C'est négatif.
Toute la population est pénétrée de cette idée. Et puis on pourrait en passer en revue comme ça des phrases négatives. Et puis alors à force de les entendre, on est pénétré de ça. Regardez tous ces politiciens, toutes ces phrases qui racontent la récitation. Depuis l'âge de 11 ans, j'entends les mêmes, et il y a toujours autant de misère, de souffrance, de guerre organisée, etc. Bon, voilà. Alors dans le jeûne, eh bien ça venait, mais c'était lumineux tout ça. Alors quand j'avais des douleurs, je peux vous dire que j'étais heureux, parce qu'on m'avait bien expliqué, ton corps il élimine, il se nettoie. Ah, c'est très bien. D'accord. Je vais aller un peu vite pour répondre aux questions. Alors l'autolyse, on l'a vu. Bon, la cellule, ça c'est le petit être dont je vous parlais tout à l'heure. La cellule, mais ce n'est pas un cours de sciences naturelles que je vous fais quand même. Les cellules, on sait comment qu'elles se nourrissent. Oui, quelque chose d'important quand même, qu'il faudrait que je vous dise, c'est que vous allez me dire, mais comment ça se fait que le corps, il fait tout ce travail-là? Mais tout simplement parce que c'est programmé dans le code génétique. Nous sommes composés de 100 quadrillions de cellules, mais chaque cellule possède le code génétique. Et le code génétique, c'est le plan informatique, de l'individu. Tout est prévu jusqu'à la couleur des cheveux, jusqu'à la façon de regarder, jusqu'à la couleur des yeux, jusqu'au caractère. Tout est inscrit là-dedans, à partir des deux demi-codes génétiques reçus, une part de l'ovule et d'autre part du spermatozoïde. La première cellule, le zygote, clac, code génétique complet. Code génétique complet. Alors, très rapidement, l'homme est constitué de membres, les membres de groupes de tissus, les tissus de cellules, les cellules comprennent le noyau comprend les chromosomes, du général au particulier, les chromosomes comprennent les gènes, et les gènes comprennent les spires d'ADN, qu'on apprend maintenant, je ne sais pas, en seconde. Oui, on apprend ça en seconde, alors qu'au siècle dernier, il ne fallait pas en parler. Avec la théorie de l'évolution, le darwinisme, et puis, bon, c'était bien au siècle dernier, mais maintenant, c'est ahurissant d'apprendre ces choses encore. Là, c'est complètement idiot. Alors, vous avez les deux spires d'ADN avec les bases azotées, là, la thymine, la guanine, la cytosine. Et puis, si on met séparément les spires, on remarque que sur chacune d'elles, il y a des sucres de désoxyribose, DR, alternés avec des groupes phosphoriques. Chaque fois que l'on groupe un sucre de désoxyribose avec une base azotée, on obtient ce qu'on appelle un nucléotide. Et lorsqu'on les groupe 3 par 3, on obtient ce que l'on appelle un codon. Et chaque codon code pour un acide aminé. Et c'est la combinaison de ces acides aminés qui font que on va obtenir des chaînes de protéines dont l'une d'entre elles est le code génétique. Alors il y a 20 acides aminés. Donc avec 20 acides aminés, on peut construire une multitude de codes génétiques pour les animaux, pour les plantes, pour les êtres humains. Regardez ce qu'on peut faire avec une note de musique, tous les airs que l'on peut faire, avec les nuances. Regardez avec 10 chiffres ce que l'on peut calculer, c'est infini. Et tout ce qu'on peut écrire, les kilomètres cubes de livres, avec 25 lettres de l'alphabet. C'est formidable ça. Et regardez avec les acides aminés, on peut construire toute vie. Est-ce qu'on est capable de le faire encore aussi? Bon, c'était intéressant. Alors, le système d'autodéfense, il est programmé dans le code génétique. Et lorsque la nourriture n'arrive pas par le tube digestif, l'organisme, il sait exactement ce qu'il faut faire. Et puis, il va s'occuper des urgences. Il va s'intéresser en premier à ce qu'il y a de plus dangereux pour le corps. Alors, l'acte le plus intelligent pour un individu, moi je crois, c'est d'aller jeûner avant d'être malade. Je trouve que c'est un acte très intelligent. Bon, vous allez me dire, on ne peut pas tout arrêter, puis aller jeûner comme ça, vu les difficultés de la vie.
Alors les médecins sont là, il y a les médicaments, parce que des fois il y a des douleurs difficiles à supporter. Bon, très bien, vous allez voir votre médecin, vous n'avez plus mal, mais il faut bien se mettre dans la tête que vous avez des toxines et que vous risquez d'être malade à nouveau. Si ce n'est pas au même endroit, ça sera ailleurs. Et quand vous arriverez vers la cinquantaine, à ce moment-là, ça commence les catastrophes. Et c'est l'arthrose, on ne peut plus bouger, ceci c'est plus grave à la cinquantaine. C'est là qu'on commence, alors c'est la rançon de toutes les maladresses antérieures. Et malheureusement, on remarque qu'il y a même des jeunes qui sont atteints maintenant, parce qu'il faut voir comment ils sont nourris, donc ils sont jeunes. Ça ne va pas en s'arrangeant. Alors celui qui, au lieu d'aller en vacances, va jeûner, eh bien il va déshypothéquer son avenir en tant que maladie. Celui qui va jeûner, il élimine ses toxines, il est net, il n'aura pas les maladies que normalement il aurait dû avoir s'il n'avait pas été jeûné. C'est pas beau ça. C'est comme quand des jeunes veulent concevoir un enfant, ben, l'idéal, c'est qu'avant de faire l'enfant, ils aillent jeûner 15 jours tous les deux, 6 mois avant de procréer. Ça, c'est intelligent. Vous allez sortir un génie. De propre, génétiquement. Alors voilà, pour moi, vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce que je vous dis là, mais c'est élémentaire. C'est devenu élémentaire pour moi. Tout ce que je vous dis, ça peut vous paraître simpliste, naïf, c'est pas possible. Mais non. Quand on a 12 ans, on peut comprendre ces choses-là. Bien. Vous avez lorsque j'étais au Canada, il y avait une dame dans la chambre à côté qui avait un fibrome de 18 cm. C'est pas rien, c'est 18 cm. Elle a jeûné 21 jours. Vous savez ce qui restait? Rien. L'autolyse a tout résorbé. Sans opération. Et pourquoi elle avait un fibrome? Eh bien, seul le cerveau le sait. Elle n'en aura plus jamais. Non, mais vous ne le savez pas, chère madame, si vous êtes en danger. Parce que dans votre cas, dans votre corps, il se prépare des choses que vous ignorez. Et moi, quand je dis aux gens, n'attendez pas d'être malade, allez jeûner. Nettoyez votre mémoire, nettoyez votre usine centrale. Je vais vous poser une question. En revenant peut-être au début, ce que vous avez expliqué, vous avez rencontré un cancérologue, un ami d'un certain âge, qui vous avait soigné dans une piqûre, un traitement, et après vous êtes allé jeûner. C'est votre jeûne qui vous Pas de piqûre. Voilà. Non, pas de piqûre. On ne sait pas ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez avalé pour vous, à ce moment-là. Oh, mais qu'est-ce qu'il vous a donné? Parce que c'est votre jeûne qui vous a guéri ou c'est ce que vous avez pris avant? Ça, c'était la préparation. Il m'a donné pour stopper le cancer. D'accord. Il fallait stopper, c'était urgent. C'était urgent. Il m'a dit dans 3 semaines, c'est fini, vous êtes irrécupérable, il m'a dit, ce vieux cancérologue. Alors il m'a dit, on va le stopper. Et puis après, il m'a conseillé d'aller jeûner. D'accord. Parce que je n'avais pas bien compris si c'était votre jeûne qui vous avait guéri ou si c'était ça. Voilà, j'ai répondu à votre question. Mais pour tout retenir d'un coup. Mais, bon, excusez-moi de vous prendre pour exemple. Mais il y a beaucoup, plutôt non. Vous avez beaucoup de gens qui se promènent dans la rue, qui ignorent totalement qu'ils vont avoir une maladie grave. Pourquoi attendre qu'elle arrive, puisqu'on est tous toxémiques? On est tous toxémiques. Mais de temps en temps, il faut faire son nettoyage. Moi, j'ai une voiture, je la révise toutes les semaines. Je regarde les bougies, je regarde ce qui va bien. Quoique maintenant, c'est tellement fignolé et moderne que... Enfin, elle est propre. Je regarde les pneus, je regarde tout ça. Périodiquement, à la SNCF, on démolit les voitures. On démonte les voitures pour vérifier les différents organes, etc. C'est un entretien périodique. Eh bien, nous, périodiquement, on devrait jeûner. Il y a des gens qui jeûnent 1 jour par semaine. C'est mon cas. Ça permet d'éliminer les toxines au fur et à mesure qu'elles arrivent. Puis je ne souffre pas, hein. Absolument pas. C'est une bonne habitude que j'ai prise. C'est une bonne habitude parce que je ne laisse pas s'entasser les toxines. La pièce dans laquelle vous étiez, ce que vous faisiez. Ce que je faisais, La musique, enfin, les
ce qu'il y a, il faut... Oui, ce qu'il y a, c'est très sérieux un jeûne. Le matin, vous restez allongé le plus longtemps possible, de telle sorte que... Parce que le corps, c'est une mécanique. On a les membres, on les met en mouvement. Donc, à partir le mouvement implique l'énergie. Si vous ne bougez pas, vous économisez l'énergie pour l'organisme. Lui, il en dispose. Vous lui donnez le stock qui vous reste de vos réserves. Et lui va l'utiliser à bon escient. Donc, évitez d'aller se promener, parce que là, c'est plus du jeûne. C'est plus du jeûne. Et vous êtes alité, tranquille. Vous restez en pyjama ou à poil si vous voulez. Il n'y a pas de règle précise là-dessus. Vous lisez quand vous en avez envie. Vous pouvez écouter un peu la radio. Moi, je me suis instruit là-bas. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, ce que j'ai fait moi, c'est beaucoup de méditation, de la relaxation. Alors, il y a toutes les techniques de méditation qui sont formidables. Parce que là, on en prend complètement conscience. Parce qu'on vit avec son corps, on se découvre. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, par les méditations, j'ai découvert la spiritualité. Je l'ai découvert. Mais elle était en moi, la spiritualité. On l'a tous en soi. On la découvre. Pourquoi on la découvre? Parce qu'à un moment donné dans notre vie, on nous l'a enfouie. On nous l'a enfouie. Comme je disais tout à l'heure, on a énormément de valeur quand on arrive au monde. Mais on est dans une société qui n'est pas faite pour exploiter ses possibilités intrinsèques. Alors j'ai beaucoup médité. Et vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est agréable. Et j'ai aidé mon corps. Toute la journée, j'ai aidé mon corps. Je me suis aimé. Vraiment. À tel point que quand je voyais comment ça se passait, que je sentais mon corps bouger de partout, ben des fois j'avais des crises de larmes de bonheur. Parce que je me disais quand même, tu lui as fait du mal à ton corps. Et puis ton cerveau, là, il te pardonne, il est en train de te réparer à fond. Je pourrais aller plus loin, mais c'est trop intime. Chacun a au fond de soi-même une intimité profonde qu'on ne viole jamais, qu'on ne raconte pas. Elle est pour soi. Je vous dis juste le strict minimum. Mais un jeûne bien fait, ça vous apporte énormément, énormément. Une force spirituelle. Mais en dehors des religions, parce qu'on n'a pas de leçon à savoir des religions. C'est toujours les guerres d'inquisition, etc. C'est traîner en la boue, c'est quelque chose d'affreux. Quand même, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'origine des religions, c'était très bien. Tu ne tueras point, les fils directeurs étaient très très purs. Malheureusement, les représentants de toutes les religions, à travers les siècles, ont trahi leurs propres écrits initiaux. Il faut voir ce qui se passe maintenant, c'est une catastrophe. Alors moi, ce que je vous dis, c'est en dehors des religions. La vraie spiritualité commence par le respect de sa propre création. Je donne l'information. C'est ma mission. Et puis les gens, ils traitent l'information comme ils veulent. Ça, c'est leur problème. Chacun son ordinateur. Chacun son libre arbitre. Et c'est ça, dans notre programme, ce qu'il y a de merveilleux dans notre cerveau, c'est qu'on est autoprogrammable. Et le jeûne s'arrête à partir du moment où votre surveillant dit, il vous fait tirer la langue, vous avez la langue rose, vous soufflez dans la figure du biologiste, ça sent la rose. Ça sent très bon, c'est quelque chose de merveilleux, j'en revenais pas. Plus de mauvaise haleine. Alors par le regard, il est transperce. Vous avez un regard qui transperce, vous avez une peau qui a pris une autre texture. Alors il y a tout un tas de signes qui font qu'on vous dit, bon, on arrête le jeûne maintenant. Alors attention. Mais attention, c'est que la reprise, une bonne question ça, la reprise, c'est une renaissance. Il faut commencer à remanger petit à petit, comme le petit bébé, là, quand il arrive au monde. On ne lui donne pas un beefsteak, hein, un sandwich. Non, alors là, vous pouvez petit à petit vous mettre au monotrophisme là, que j'ai projeté tout à l'heure. Et c'est la méthode idéale à respecter, c'est ce que je fais depuis. Et je ne me prive de rien. Bon, alors il m'arrive d'aller à un repas de mariage. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là?
Je sais que j'ai fait des excès. J'ai bu un peu de vin parce que rien n'est interdit. Et qu'est-ce que je fais immédiatement après? Pour qu'il n'y ait pas accumulation de toxines, je ne mange pas, je saute le repas d'après. C'est tout. Puis c'est mon corps qui me commande, je me dis non, c'est pas la peine de manger, tu n'as pas faim, etc. Moi, c'est mon cerveau finalement qui a pris la directive. C'est lui qui me dit, maintenant il te faut manger. Là pour le moment, tu n'en as pas besoin. C'est un ordinateur là. Moi je vis avec moi maintenant. Je vis avec moi maintenant. Avant je ne vivais pas avec moi. Je fonçais, parce qu'on me disait, il faut faire ça, il faut faire ça. Une machine, une bête, un zombie. Il y a beaucoup qui vivent comme ça, c'est malheureux. Alors après, méthodiquement, je ne sais pas par cœur, mais quand on reprend, c'est très, très important, c'est petit à petit, parce que comme les muscles, vous avez maigri bien sûr, vous avez perdu 10 à 15 kilos, ça dépend le temps, moi j'avais perdu 16 kilos. Alors vous reprenez petit à petit avec la bonne nourriture, et après c'est du beau muscle que vous avez. Avant, je me rappelle, c'était flasque, c'était moche. J'étais moche pour ne pas me boire dans la glace. Maintenant, je me trouve beau par rapport à ce que j'étais. Et dans 10 ans, je serai encore plus beau. Et j'ai 61 ans. Je suis sincère en disant ça. Là, moi, j'ai commencé à vivre depuis 5 ans, il n'y a pas de tortillère. Mon épouse, que j'ai fait souffrir pendant 35 ans, elle est là-bas, elle m'a aidé qu'elle a pu. Mais évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas. Moi, je l'ai fait souffrir aussi. Mais depuis 5 ans, elle a quelqu'un, elle a un Apollon avec elle maintenant. Par rapport à ce que j'étais, hein, tout est relatif. Tout est relatif. Je ne suis pas taillé comme un grec quand même. Voilà, je répondis à votre question. Bon, j'ai répondu à ta question. Ça doit se faire en douceur, en amont et en aval. En amont et en aval du jeûne, c'est très sérieux, si dramatique que ça. Parce qu'on a quand même été conçu avec des organes excréteurs. Il y a le foie, il y a les reins, il y a les poumons, il y a les intestins. Donc s'il y a un peu de toxines, parce qu'il y en a toujours un peu, sinon on n'aurait pas eu ces organes-là pour chasser. On a toujours quelques toxines, c'est normal. Alors le peu de toxines que vous pouvez ramasser comme ça, dans la salade, dans les carottes, etc., ça va partir au fur et à mesure. C'est pas là le danger. Le danger, il est plutôt que on ne doit pas supprimer les bactéries de tout ce qui est feuillu, de toute feuille, parce que les bactéries synthétisent la vitamine B12. Et la vitamine B12 est indispensable à l'équilibre de l'organisme. Voilà. Alors maintenant, je vous dirais quand même que dans les produits bio, c'est quand même mieux. Parce que ce n'est pas la grande production industrielle. C'est plus cher, mais il vaut mieux manger un peu moins la qualité plutôt que la quantité. D'abord, on mange trop. Voilà. Donc il y a des produits bio, bon, ils sont peut-être moins présentables. Ça ne fait rien. Donc, quand on va chercher des pommes avec ma charmante épouse, on ne regarde pas si elle est calibrée, etc. Non, elle vient de la campagne, elle n'a pas été traitée, ça nous suffit. Bon, puis maintenant, vous avez des gens qui tiennent des boutiques de diététique, j'en connais, et qui sont très intéressants. Qu'est-ce que vous pensez justement des végétariens? Comment? Qu'est-ce que vous pensez du végétarisme? Quand je veux dire, quand on supprime, quand on ne mange plus ni poisson. Non, mais je sais, je suis au courant. Bon, moi, je trouve qu'il ne faut pas être excessif en rien. J'aime pas ce qui est mathématique, moi, comme ça. Il faut à la base de tout ça, de l'intelligence. Chacun est libre de supprimer le poisson et la viande de la circulation. Mais c'est pas interdit, on peut manger... moi, je mange de la viande 1 fois par semaine et du poisson 2 fois par semaine, en plus petite quantité qu'avant. On mange de tout, mais en respectant les compatibilités alimentaires. Et puis si je veux faire un bon repas, quelquefois on dit tiens, je vais aller au restaurant aujourd'hui. Pas se priver de tout. On va au restaurant, on boit un petit peu, un bon vin par contre. Un bon vin, et puis le repas du restaurant, de l'hôtel, parce que les compatibilités alimentaires, on choisit dans le menu, on arrive quand même à prendre ce qu'il faut, et on sort le repas d'après. Le lendemain,
tout est parti, on est là. Il y a une polyarthrite chronique évolutive. Une quoi? Une polyarthrite chronique évolutive. Oui. De faire un jeûne. Oui, bien sûr. Il y en avait là-bas au Canada qui étaient atteints de ce genre de maladie, parce qu'en France, en Europe d'ailleurs, on ne sait pas traiter ça. Et les personnes sont vraiment... Non, mais malheureusement, on n'en parle pas, mais ceux qui ont de la polyarthrite peuvent très bien s'en sortir. D'abord, ça se soigne très bien. En commençant par une préparation un peu plus longue que les autres, par exemple 1 mois, la solution 1, à la lettre, et ensuite en allant jeûner. Et ce jeûne est obligatoire de 21 jours ou 26 jours, ou bien on peut le... Non, attendez, quand vous arrivez dans la maison de jeûne, c'est là qu'on ne peut pas déterminer à l'avance. C'est au fur et à mesure que les jours passent que celui qui est là vous donne des conseils, vous dit oui, il faut rester encore quelques temps, etc. Malheureusement, tout le monde ne peut pas, parce qu'il y a des contraintes familiales et autres. Alors quand il faut couper les jeûnes, c'est déjà plus délicat. C'est peut-être le plus gros des inconvénients. Ça. Parce que quand le processus de l'autolyse est commencé, l'arrêter, parce que la personne n'a pas assez de jours, n'est pas assez disponible, c'est moins élégant. Ça joue, mais enfin on coupe un processus heureux. Après il faut revenir, enfin, non, c'est pas le jeûne sérieux, quoi. Quand on décide de se nettoyer, il faut prendre son temps. Il y a quand même un contrôle, là. Ah, oui, parce oui. qu'on risque quelque chose, quand même, pendant cette période de jeûne. Quand on va au-delà de 21 jours, on risque sa vie. Non, c'est faux, ça. Non. Moi, j'ai connu Désiré Myriel. Vous connaissez Désiré Myriel? Oui, je le connais, oui. Bon, j'ai été vers lui, il y a quelques années, et oui. j'ai vu les gens qui jeûnaient. Je n'ai pas jeûné, moi. Je suis passée au régime crugivore, simplement. Oui. Mais il voulait me faire jeûner. Oui. Et je ne me sentais pas prête à jeûner. Et je ne me sens toujours pas prête à jeûner 21 jours. Mais peut-être qu'un jour, je serai donnée à le faire. Eh bien, j'ai vu des gens qui jeûnaient, c'était effrayant. Moi, ça m'a effrayée, parce que c'était des loques humaines, c'était des squelettes, c'était des gens... On reprend très vite. Oui, mais je les ai vus vraiment décliner à une vitesse physiquement. Il faut peut-être passer par là. C'est un nettoyage complet. Mais c'était terrible. Il disait bonjour, nous étions à 5 mètres et la laine était insupportable. Tellement c'était... Parce qu'il y a élimination de toxines. Moi, je me rappelle au Québec, il y a dans quelques chambres, on ne pouvait pas y rentrer tellement ça sentait mauvais, parce que le corps élimine. Il y a des chambres, vous ne pouvez pas y rentrer. Mais quand même, il y avait des risques. Moi, je trouve qu'il y a des risques. Non? Non, il n'y a pas de risque. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'organisme s'autoprotège. Il n'y a pas de risque. D'abord, il n'y a pas de pépin. Alors, si vous allez jeûner sachant que vous allez mourir dans 3 jours, c'est pas la peine. Hein. Quand c'est irréversible, c'est pas la peine. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un risque clinique au niveau des cellules, au niveau du métabolisme? Oui. Chaque personne est différente. Donc, est-ce qu'il y a des gens, ça leur réussit plus que d'autres? Est-ce qu'il n'y a pas un danger de réduction de la force de certaines cellules, ou de plusieurs cellules dans le corps? Chaque personne est différente, c'est vrai. Il n'y a pas 2 empreintes digitales qui se ressemblent. Chaque personne est différente. Mais les cellules qui sont en mauvais état sont évacuées et les neuves arrivent derrière. Il y a un renouvellement cellulaire. Mais par rapport aux capacités intrinsèques, spécifiques de l'individu considéré avec son propre génétique, avec son propre code génétique. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour le jeûne? Non, il n'y a pas de limite d'âge. La question a été souvent posée, c'est expliqué là sur ce livre. Il n'y a pas de limite d'âge. Pour les personnes âgées, qui ont passé 80, ils peuvent faire des petits jeûnes souvent de 5-6 jours. Et puis après, c'est qu'ils peuvent aller très loin. Bon, alors, je me mets à votre place. Ce sont des choses dont on ne parle jamais. Les gens tombent des nues, c'est normal. Qui se posent des questions, c'est tout à fait normal. Je comprends parfaitement ça. Est-ce que c'est comme une grève de la faim, en quelque sorte, ou est-ce que ça n'a Non, ça n'a rien à voir. Non.
Ça vient de Non, la grève de la faim, c'est un sentiment de révolte. Et un sentiment de révolte qui finalement Ça peut s'autodétruire. non. Il y a un sentiment négatif à la base qui fait que le cerveau n'est pas disponible. Il ne faut pas qu'il y ait de préoccupation. Puis pour répondre à madame, là, il faut avoir bien compris le processus. Parce que si vraiment on n'a pas confiance, le jeûne n'est pas recommandé. Il vaut mieux attendre. Et c'est très bien quand vous avez dit que vous n'étiez pas. Merci de votre attention. Merci. Quel âge vous avez? Voilà, j'ai 80 ans maintenant. J'ai été très malade à partir de 1955. À la guerre du Rif, depuis, s'est écoulé de nombreuses années et j'ai retrouvé une santé complète. Je suis toujours assez décontracté et je vais vous parler de toutes mes maladies à partir de 1955. Rappelé dans l'armée en 1955, dans le sud du Maroc, j'ai contracté la dysenterie amibienne avec tout ce que cela entraîne pour l'avenir, séquelles d'amibiase chronique, colite, constipation, c'est pas fini, vous allez voir, dépression nerveuse réactionnelle et périodique, complications hépatiques, colite néphrétique, calculs rénaux, infection urinaire, reins affaiblis avec des kystes. Et ce n'est pas tout. Complications hémorroïdaires, étiologie des troubles entériques et neurologiques, des coloscopies qui font apparaître à chaque visite des polypes retirés par biopsie, arthrose dans les lombaires, etc. etc. Opération pour adénome prostatique, résection vésicale en 1988, avec complications des douleurs qui étaient intenses, avec des souffrances physiques et morales dont je ne vous parlerai pas, des malheurs qui me tombaient dessus. Alors je vais passer sous silence tous les médicaments que j'ai ingurgités. La liste serait trop longue. Tout ce que je viens de dire s'étale sur 30 ans quand même, avec quelquefois des périodes plus calmes, d'autres avec des idées suicidaires. Je dois dire passagères quand même, parce que j'avais une famille, et l'amour qu'on a pour sa famille, on fait le maximum et on trouve une force difficile à expliquer. Une étape que j'ai laissé tomber, comme si elle n'avait pas existé. Ouais. Moi j'ai repris donc le fil du... J'ai sonné pas que j'étais D'accord. malade. Qu'est-ce que vous Parce aviez? que j'avais des problèmes de prostate, de toutes ces choses-là. Puis le gros intestin était malade. Et puis beaucoup d'autres choses. Je n'étais pas moi-même. Vous aviez quoi comme problème à la prostate? Et donc je me suis fait opérer d'un adénome. Et puis, Un adénome, ouais. j'ai été opéré, oui, avec résection. Avec une résection, l'ADN est parti, et puis bon, et après ça n'a pas marché, quoi. Ouais, ok. L'opération, je me permets de dire qu'elle a été ratée. Ouais, ok. Donc votre opération pour l'adénome à la prostate a été ratée. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Ben, ce qui s'est passé, ben, j'ai été dans les cliniques, etc., pour voir comment ça s'arrangeait. Et puis, donc, je me suis défait un peu de la médecine. Donc, la décision d'aller de faire un jeûne, c'est venu comment alors? Comment ça s'est... Je connaissais des amis qui étaient québécois. Ouais, On a parlé de ça. Ils voyaient que je n'étais pas tellement en bonne santé. ouais. Et puis ils m'ont expliqué pas mal de choses. Et puis j'ai décidé de partir dans une maison de jeunes. D'accord. Voilà. Et puis là, tout a changé petit à petit quand on reprend la vie entre parenthèses normale. On fait attention à tout ce qu'on fait, à ce qu'on mange, Ouais. à ce qu'on dit, etc.
Et, Et puis la grande satisfaction, c'est que finalement, on a découvert ce qu'on était. Donc c'est grâce au c'est le jeune qui m'a sauvé la vie. oui, d'accord, ok. Et finalement, lorsqu'on jeûne, on réfléchit à énormément de choses, on rentre dans soi-même. C'est comme un grand voyage qu'on aurait fait en bloc. Et donc, vous avez fait ce jeûne il y a maintenant 24 ans, c'est ça? Oui, 24 Voilà, ans. voilà. Et depuis cette période-là, est-ce que vous avez eu d'autres soucis de santé? Non, je n'ai pas eu d'autres soucis, j'ai été tranquille Ouais, ok. tout le temps. Par contre, j'ai appliqué des règles intelligentes, Oui, alimenter de la conscience, ce qui est formidable. mhm. Et puis, de ma part, depuis 24 ans, tout se passe très bien. Et est-ce que vous avez changé des choses dans votre alimentation avant le jeûne, après le Ah oui, jeûne? oui. L'alimentation, je vais même moi-même. Eh bien, le lendemain, je bois de l'eau et je nettoie l'atelier. Ça veut dire que je ne mange rien. Oui, donc c'est un jeûne quand même. Ouais. Je régularise tout ça. D'accord, ok. Chaque fois. Et ça, il y a 24 ans que je le fais. Alors, ça n'empêche pas de temps en temps de faire de faire des petites exagérations, mais le lendemain, je ne mange pas, tout se rééquilibre. D'accord. Mais je n'attends plus d'être malade pour prendre des précautions. Et donc s'il y a des personnes aujourd'hui qui ont, comme vous, des cancers de la prostate, ou ce que vous avez eu à la prostate. Non, moi je leur dis carrément d'aller jeûner. Oui, et vous êtes convaincu Sans hésiter. Mais le grand problème, Mhm. c'est qu'il n'y a pas des maisons de jeûne Mhm. comme au Québec, ici, en France. Mhm. Et c'est très difficile. Mhm. D'accord, ok. Par contre, le jeûne soigne et élimine, et je me permets de dire, tous les cancers, D'accord, ok. quels qu'ils soient, pas forcément la prostate. Ouais, ok, d'accord, ok. Très bien. En réalité, ce que je pense au plus profondément, c'est que la chimiothérapie, on n'en a pas besoin finalement lorsqu'on va jeûner. Ok. Dans un corps humain, il y a le cerveau, et lui, il a été programmé pour faire du travail, un travail inouï. Un cerveau qui est plein d'amour, qui vient au secours immédiatement, sauver la partie du corps qui en a le plus besoin. C'est toujours la partie qui en a le plus besoin. Et le cerveau sait ce qu'il fait. Très bien, très bien. Il y a plusieurs organes qui souffrent dans le corps. Le cerveau, il sait exactement où il faut aller. Peut-être souvent à côté, parce que tout est relié dans le corps humain. Quand on pense qu'il y a des milliards de cellules, ce sont des petits êtres vivants, et ces petits êtres vivants-là sont liés à toutes les autres cellules. Je veux dire par là que le code génétique est dans toutes les cellules. Il y a là des résonances, je vais même très loin, de très très hautes vibrations qui touchent à l'amour et le respect de tout individu. Bon, alors tu vois cette petite machine là, hein, on appelait ça le pilou, alors ça il y a longtemps que ça existe, hein. C'était en 1958. Alors on était avec tous les copains, là, alors il y avait la machine à vapeur, elle était au dépôt dimanche, on en démontait toutes les pièces, les pneus, tout ça, la boîte de fumée. Alors ça fait énormément de pièces qu'on est allé partout avec les petits copains, les apprentis SNCF. Hein. Et puis on vérifiait tout, toutes les pièces, si ça allait bien, etc. On remontait tout ça. Hein. Et puis on lançait le pilou quand elle était remontée. Alors le pilou c'est la machine à vapeur. Hein. Puis on la mettait sur les rails et puis voilà. Alors ça veut dire quoi ça? Mais ça veut dire que tout était réparé, et puis c'était une autre vie. Voilà, c'est un peu comme le jeûne. Ah, le jeûne, c'est exactement pareil. Lui, là,
hein, l'apprenti, là, qui est toujours apprenti, le cerveau, hein, il répare tout pendant le jeûne. Après un repas, on met le pilou, tout va bien. Quel âge vous avez?